Sword Art Online est une histoire écrite par Reiki Kawara, sortie en manga en 2009 et a été adaptée en animé en 2080. Mais ta gueule, on connaît et on s'en bat la couille gauche. Ah, c'est vrai que si vous êtes là, c'est que vous connaissez déjà, et vu que je vais spoiler à mort la saison 1 et 2, ce serait particulièrement con de regarder cette vidéo sans avoir vu l'animé dont c'est le sujet. Juste pour les plus lents d'entre vous. Oui, je vais spoiler maintenant. Dégagez. Et Sao fait l'unanimité quand on parle des 15 premiers épisodes qui relatent les aventures de Kirito, prisonnier de son jeu vidéo préféré. Une unanimité toute relative, je vous l'accorde, due au découpage curieux à base de sautes dans le temps, nous faisant louper des mois entiers de combats et d'intrigues secondaires potentiellement intéressantes, qui, au vu du succès de l'animé, avec ses défauts actuels, aurait cartonné pendant au minimum 8 saisons. Au lieu de ça, on se tape ce qui semble être les prémices d'un harem-like avec les différentes donzelles qui salissent leurs dentelles et juste 2-3 combats épiques rares, mais trop rares pour satisfaire un public constitué de gamins en constant besoin de compenser quelque chose avec de longues épées et de gros monstres bien virils. Mais voilà, je suis plus un gosse, et le pourcentage de gros seins multiplié par le ratio de coups de savate dopé au pouvoir de l'amour et de l'amitié ne suffit plus à trouver grâce à mes yeux. Bon ok, ça joue quand même, mais un peu moins qu'avant, c'est tout. Mais sincèrement, ce que je recherche en regardant des animés, c'est autant me détendre que d'avoir un truc pas trop con à mater le samedi soir le cul carré dans ma couette. Donc quand j'ai regardé Sao, j'ai vu que sous une couche parfois épaisse de merde prédigérée pour complaire aux plus simplés des membres du public, se trouvaient vraiment des thématiques intelligentes, abordées avec une simplicité qui me changeait des autres mangas du même type, qui à l'image de certains films d'auteurs se sentent toujours obligés de partir en couille sous LSD dès qu'on touche au thème du questionnement existentiel. Et ce sont ces thématiques que j'ai envie de vous présenter, et ce non pas pour vous convaincre d'aimer Sao, mais pourquoi moi, un vieux con, j'ai beaucoup aimé les plus grosses parties de cet animé. T'aimes ça, les grosses parties, hein? Hey. Pour commencer, il faut comprendre que toute la trame de l'histoire, y compris les personnages, ne sont pour moi qu'un paquet de prétextes permettant à l'auteur d'explorer la totalité des thèmes liés à la relation d'un univers virtuel au monde réel, ainsi qu'aux questionnements qui en découlent de façon naturelle. Seul problème, cette thématique est relativement énorme, car le monde virtuel est un véritable terrain de jeu où l'on peut explorer toutes les facettes de l'humanité sans être obligé de faire péter la planète au préalable. Mais autant de thématiques à traiter nécessitent quelques raccourcis pour se plonger rapidement dans le traitement des thèmes en question. Exit donc les 246 épisodes où Kirito aurait dû monter en force aussi vite que la tige à bonheur d'un vieux papy à la sortie de l'école primaire. Exit aussi les 3 milliards d'épisodes avec des quiproquos amoureux moisis et des méchants dotés d'un background aussi frais et naturel qu'un vieux Big Mac dégueulasse. Car c'est bien ce personnage de Kirito qui m'a fait tiquer sur la volonté de l'auteur à nous montrer quelque chose plutôt que de nous raconter quelque chose. N'importe quel auteur voulant vendre sa sauce en dosette de 3 ml aurait lentement créé Kirito de manière à ce que le spectateur puisse s'identifier à lui, à la façon d'un Naruto ou d'un Ichigo avec une courbe de puissance lente et mesurée pour faire durer le plaisir. Or, ce n'est pas son job. Kirito n'est clairement pas là pour remplir le rôle du héros bourré de défauts qui va apprendre à s'améliorer au cours d'une quête initiatique de 48 épisodes. Il est là pour servir de fil conducteur, de déclencheur de réaction auprès des autres personnages dans une succession de petites scénettes tout au long de l'histoire. Du coup, Kirito arrive à maturation en 3 épisodes, suivant un schéma simple mais accéléré, à savoir la présentation du no-life le plus extrême, justification de sa force, 誰も到達できなかった層まで登った。ボスの刀スキルを知ってたのはずっと上の層で刀を使うモンスターと散々戦ったからだ。他にもいろいろ知っているぜ。情報やなんか問題にならないくらいな。 et traumatisme final. Et ça y est, Kirito s'est emballé et pesé. Next! D'ailleurs, dans ces 3 épisodes, l'auteur en profitera, mine de rien, pour commencer ses explorations de thèmes, en commençant par du très lourd. Qu'est-ce qui définit la réalité? Car au début, on nous présente les choses simplement, en nous disant que ce qui rend réel ce monde virtuel est uniquement sa finalité, à savoir la mort. Car en effet, un monde ne paraît réel à première vue que si on risque d'y laisser quelques plumes.
avant petit à petit, épisode après épisode, de nous présenter une façon d'appréhender cette réalité autre que par le spectre de cette mort, que ce soit par l'amour, la perte de l'être aimé ou une simple sieste à l'ombre d'un arbre. Nous rappelons que la mort n'est pas la réponse existentielle finale. À ce niveau-là, vous pourriez me dire que c'est encore du pur fantasme de ma part, que j'ai fumé un pétard et tronché un phoque avant de pondre ces conneries. Ma foi, c'est possible. Pas le tronchage de phoque, non. Au fur et à mesure que je me matais certains épisodes, j'étais obligé de réaliser qu'ils étaient centrés autour d'un thème, et pas autour de l'histoire elle-même, ou d'une volonté à nous vendre de l'épique et de la romance à tout prix. J'en veux pour preuve que très régulièrement, l'animé se retrouve avec la possibilité de nous coller un combat énorme ou une romance à 2 balles, et à chaque fois l'histoire fera le choix de zapper l'un ou l'autre pour se concentrer sur le thème traité dans l'épisode. Lisbeth la Forgeronne par exemple. Cet épisode offre à l'auteur l'opportunité de dire à voix haute ses interrogations sur ce fameux questionnement de ce qui est réel ou non. Et une fois que la demoiselle se rend compte que ses sentiments sont bien réels, en dépit du monde virtuel qui les a provoqués, tout est dit. Elle annonce la nouvelle à Kirito qui s'en bat les couilles et on rentre au bercail. Le fight en plein air avec le gros lézard, ça dégage. Car la rencontre avec le dragon a rempli son rôle. Le tuer n'a aucun intérêt thématique. Pas plus que de développer la romance entre Lisbeth et Kirito. Zapper le combat permet en revanche de gagner de précieuses minutes où l'histoire peut clôturer en un seul épisode cette petite love story virtuelle de la Forgeronne. En une déception quand la demoiselle se rend compte qu'Asuna a déjà réservé le cul de Kirito. Autre exemple côté romance cette fois. Le couple Asuna-Kirito que j'ai vraiment apprécié en tant qu'adulte pour la simple et bonne raison que c'est un couple d'adultes et que l'histoire veut explorer une famille qui se fonde au sein de ce monde virtuel qu'ils se sont finalement appropriés. Exit les 1000 épisodes à se tripoter par accident, on passe directement à leur vie après le premier baiser. Et l'adoption de Yui est pour moi l'emblème même de tout ce questionnement virtuel / réel comme point culminant de toutes ces interrogations très matures. Bref, je pourrais continuer de trop longues minutes à vous parler de ce que j'ai aimé, notamment de cet épisode où la société traditionnelle japonaise est critiquée. Tout ça pour dire que de très nombreux épisodes ont des thématiques très forte, et on ne peut pas accuser l'auteur de ne pas savoir raconter une histoire lambda avec un développement plus linéaire, car il en est tout à fait capable, quand il en a envie. Oui, mais en fait, t'es qu'un fanboy de merde. Tu cherches des significations là où il y a que du vent. Et t'es qu'un gros moche tout pourri. Ce serait vrai si je n'avais rien d'autre pour soutenir mes arguments qu'une interprétation qui semble effectivement très personnelle. Alors permettez-moi de vous expliquer en 2 minutes ce qui me fait penser que c'est une volonté de l'auteur et pas une faiblesse d'écriture. Kawahara a écrit SAO en 2002 et l'a présenté à un concours de nouvelles qu'il a perdu car le bouquin était trop long. En 2008, il se représente avec un truc beaucoup plus simpliste. Axel Ward qui raconte l'histoire d'un petit gros complexé qui va découvrir un Street Fighter version virtuelle où il aura l'occasion de faire briller ses talents de geek, à force d'entraînement et surtout du pouvoir de l'amour et de l'amitié. Autant SAO est une œuvre personnelle où Kawahara explore librement des thèmes qui lui tiennent à cœur, autant Axel Ward, même s'il reste dans le même univers avec pour trame un jeu vidéo immersif, est beaucoup plus formaté je fais un truc à la mode, avec une progression simple du héros, des entraînements et des love stories à 2 balles, et des combats épiques à chaque épisode où l'auteur peine à survoler certaines thématiques, ce qui me fait dire et répéter. Kawahara sait écrire une histoire qui se déroule normalement, mais il a volontairement choisi de ne pas le faire dans SAO, qu'il a pourtant eu largement l'occasion de réécrire une fois qu'Axel Ward lui a ouvert les portes de l'édition. Mais bon, j'ai surtout vanté les mérites des 15 premiers épisodes, alors que ce n'est pas la totalité de l'animé bien sûr. Et là, traitez-moi de schizo. Mais autant j'ai vraiment adoré voir et revoir la première partie, autant j'ai même apprécié une sélection de certains épisodes de la saison 2, surtout le côté girly de Kirito qui m'a fait péter de rire à chaque fois que ce personnage badass depuis 30 épisodes se fait draguer par tous les ploucs à 2 clics à la ronde, ou encore quand il met à profit son avatar efféminé pour se débarrasser des gens qui le font chier. Autant que je me suis fait chier en regardant la partie Fairy Dance où t'as limite l'impression d'entendre la voix de la thune qui se met à hurler hein. Oh putain merde, on a fait un truc trop intelligent là. Les spectateurs c'est que des gosses, ils tiendront jamais si on met pas une nouvelle love story, de la baston, des gros sangs et des tentacules. Et là tu fais un facepalm tellement tu la sens bien, la main du pognon qui parle au travers des mensurations des personnages féminins et des plans sur le cul en tenue moulante de tout ce qui porte des seins dans la région de Plouqueville. Et si ça se calme un peu dans la saison 2, on vous prend encore de temps en temps pour des attardés mentaux incapables de rester attentifs pendant un dialogue si on vous montre pas une paire de fesses régulièrement. Autant le final de la saison 1 était un pur ratage, une bouse infâme où Kirito se tapant une danse romantique sous la lune avec sa cousine, et non, l'auteur n'a aucune excuse, il a vraiment un problème avec ça. Déjà dans Axel Ward c'est limite malsain. Mais heureusement il y a le final de la saison 2 avec l'arc Mother Rosario qui redresse légèrement la barre au niveau thématique, car ce qui m'a vraiment touché dans cette partie c'est cette volonté de Kirito de faire venir sa fille littéralement
littéralement au monde, ainsi que le désir de Yuki de laisser sa trace sur le seul monde réel qu'elle ait jamais connu, celui de SAO. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le fond. SAO n'est pas parfait, loin de là, mais je l'adore pour toutes ces lectures différentes qu'on peut avoir en le revoyant. Profondeur absente de la plupart des shonen merdiques qu'on vous donne à bouffer, persuadé que de toute façon les spectateurs sont juste de gros blaireaux baveux avec un niveau intellectuel équivalent au contenu d'un lubrifiant anal. Et tout ça pour dire que non, moi je crois que vous n'êtes pas qu'une bande de petits cons frustrés qui veulent juste du sang, des tripes et du cul, mais que vous êtes capable de lire entre les lignes d'une histoire et de comprendre la notion d'éclairage d'une œuvre. Cela dit en passant, j'aime bien quand il y a du sang, des tripes et du cul, c'est pas le problème, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir une morale derrière et des thèmes qui y soient traités. L'important c'est qu'il y ait un peu de tout, pas juste de l'un ou juste de l'autre, sinon ça devient forcément chiant ou vide d'intérêt. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ne cliquez surtout pas sur un pouce vert et ne vous abonnez pas. Non, sérieusement, si vous vous abonnez, je vais me sentir obligé de faire une autre vidéo. Ma femme va me quitter et mon chat va me violer, et mes enfants vont se mettre à bosser en classe. C'est n'importe quoi, le monde à l'envers.